J'ai tué ma femme ce soir-là. Non pas avec un couteau ou un revolver, mais avec des mots que j'ai murmurés à l'oreille de son amant. Des mots qui ont fait voler en éclats son empire de mensonges. Elle m'avait juré fidélité devant Dieu et la loi française. Mais en secret. Elle avait vendu mon âme à son fils bâtard. Ce gamin aux yeux froids qui rêvait de mon trône sans en connaître le poids. Et maintenant, alors que Paris s'endort sous une pluie fine d'automne, je savoure le goût amer de la vengeance. Car rien n'est plus doux que de voir un serpent se mordre la queue. Ma femme a promis à son fils de reprendre mon entreprise familiale sans me demander. Maintenant je vais lui montrer ce que signifie hériter d'un fantôme. C'était il y a 3 mois. Un mardi ordinaire dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec vue sur les Invalides. Élise rentrait d'un déjeuner d'affaires interminable. Son tailleur Chanel impeccable. Ses escarpins loup-boutin claquant sur le parquet ciré comme des coups de fouet. Elle avait ce sourire. Vous savez. Celui des femmes qui ont déjà gagné la bataille avant même qu'elle ne commence. Chérie. J'ai une grande nouvelle. M'a-t-elle lancé en posant son sac Hermès sur la console en marbre. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Où je peaufinais les comptes de la maison Moreau et Fils. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie de ses mains calleuses après la Libération. Brique par brique. Dans les ruelles enfumées de Belleville. J'aurais dû sentir l'odeur du piège. Ce parfum subtil de trahison qui flottait dans l'air comme le Chanel No. 5 qu'elle vaporisait toujours avant de rencontrer des partenaires. Mais non. J'étais encore l'idiot éperdu qu'il avait épousé 10 ans plus tôt. Lors d'un mariage civil discret à la mairie du 16e. Suivi d'un dîner chez l'ami Louis où le foie gras avait coulé comme des larmes de joie. Élise n'était pas française de naissance ou une belge flamande. Avec cette peau laiteuse et ses cheveux blonds qui cascadaient comme une chute d'eau nordique, mais elle s'était approprié Paris comme une conquête. Transformant notre vie en un tableau de maître où elle posait en première dame. Son fils, Lucas, était le fruit d'un premier mariage raté avec un banquier bruxellois qui l'avait largué pour une stagiaire. Lucas avait 25 ans. Un diplôme de l'ESSEC fraîchement en poche. Et cette arrogance des héritiers qui n'ont rien bâti mais tout réclamé. Dis-moi tout. Ai-je répondu. Me levant pour l'embrasser. Mes lèvres effleurant sa joue froide. Elle s'est dégagée doucement. Comme si mon toucher était déjà une intrusion. C'est pour l'avenir de la famille. Lucas va rejoindre l'entreprise. Pas en bas de l'échelle. Non, il prendra la direction opérationnelle. J'ai signé un accord préliminaire avec le conseil d'administration aujourd'hui. C'est logique? Non. Il a le feu sacré. Et toi? Tu pourras te reposer un peu. Ces mots ont atterri comme une gifle. Mais je les ai reçus avec un sourire figé. Ce sourire que l'on arbore chez les notaires quand on signe un testament. Reprendre mon entreprise. Sans me demander? La maison Moreau et Fils n'était pas un jouet qu'on passe à un neveu attardé, c'était mon sang. Mes nuits blanches à négocier avec des fournisseurs italiens revêches. Mes voyages à Lyon pour les salons du vin où j'avais sauvé la mise lors de la crise de 2008 en vendant nos Bordeaux millésimés à des collectionneurs japonais. Élise le savait. Elle avait assisté à tout cela. Feignant l'intérêt entre 2 cocktails au Plaza Athénée. J'ai reculé. Sentant la bile monter dans ma gorge. Élise. Qu'est-ce que tu racontes? Lucas? Il ne sait même pas distinguer un Cabernet d'un Merlot sans Google. Et moi? Je suis le PDG. Bon sang. Le conseil ne peut pas, elle m'a interrompu d'une main levée. Ce geste impérial qu'elle avait appris à Bruxelles lors de ses années de mannequinat avorté. Le conseil a voté à l'unanimité. J'ai des actions. Remembées? Celles que tu m'as offertes pour notre anniversaire de mariage. Et Lucas, il est de la famille. Maintenant. Notre famille.
Notre famille. Ces mots m'ont transpercé comme une lame rouillée. Lucas n'était pas mon fils, il était son fantôme. Le rappel constant de vies antérieures que j'avais tolérées par amour ou par faiblesse. Je ne sais plus. J'ai vu rouge. Littéralement, la tapisserie rouge sang de notre chambre. Le vin rouge que je versais pour noyer mes doutes les soirs où elle rentrait tard. Ce soir-là. Nous avons dîné en silence chez Prunier. Place de la Madeleine. Où les huîtres de Cancale semblaient aussi fades que mon avenir. Élise parlait de transition douce. De l'héritage partagé. Mais ses yeux pétillaient d'une excitation que je ne lui avais pas vue depuis des lustres. Était-ce pour Lucas? Ou pour le pouvoir qu'elle exerçait enfin sans mon ombre? Je l'ai observé. Analysant chaque micro-expression, le coin de sa bouche qui se relevait quand elle mentionnait son garçon. La façon dont ses doigts pianotaient sur la nappe blanche comme si elle composait déjà une symphonie de domination. Psychologue amateur que j'étais devenu après des années de thérapie de couple ratée. Je décodais, culpabilité masquée par l'ambition. Amour maternel tordu en machiavélisme. Elle me haïssait. Au fond. Pour avoir hérité de tout cela sans effort ou peut-être me haïssait-elle pour l'avoir aimé malgré ses cicatrices. De retour à l'appartement. Je me suis enfermé dans mon bureau. Une pièce au mur tapissé de livres de droit des affaires et de photos jaunies de mon père serrant la main de Valéry Giscard d'Estaing lors d'un gala à l'Élysée. J'ai ouvert un Bordeaux 1982. Un millésime rare que j'avais gardé pour une occasion spéciale. L'occasion était venue, noyer la rage. Les heures ont filé. Bercé par le tic-tac de l'horloge comtoise héritée de mon grand-père. À minuit. Élise a frappé à la porte. Enveloppée dans sa robe de chambre en soie. Ses cheveux en désordre comme une offrande. Viens au lit. Mon amour. On en reparlera demain. Mon amour. Ces mots sonnaient faux. Comme un faux bourdon dans une cathédrale. Je les regardais. Vraiment regardé pour la première fois depuis des années, les ridules au coin des yeux. Témoignage de rire forcé, la peau du cou qui commençait à se relâcher. Comme un tissu usé par trop de mensonges. Demain? Il n'y aura pas de demain pour ça. Élise. Tu as volé mon empire pour ton petit prince. Et moi? Je suis quoi? Un reliquat à jeter aux orties? Elle a ri. Un rire cristallin et cruel. Celui qu'elle réservait aux serveuses maladroites dans les bistrots de Saint-Germain. Oh. Alexandre. Toujours si dramatique. C'est pour nous tous. Pense à l'avenir, Lucas injectera du sang neuf. Des idées digitales. Tout ce que ton vieux monde vinicole n'a pas. Du sang neuf. Ces mots m'ont gelé. J'ai vu mon père. Usé jusqu'à la moelle par des décennies de chaptalisation et de phylloxéra. Mourant d'un cancer du foie à 58 ans. Me léguant non seulement l'entreprise mais l'obligation de la faire survivre. Et maintenant? Cette femme, cette étrangère que j'avais élevée au rang de consort offrait tout sur un plateau à un gosse qui collectionnait les montres Rolex sans jamais avoir sué pour un franc. La dispute a éclaté comme une tempête sur la Manche, cri étouffé pour ne pas alerter les voisins. Accusations lancées comme des verres brisés. Tu n'as jamais aimé cette entreprise. Avoue-le. Tu l'as supportée pour mes chèques et mes invitations au dîner du siècle, ai-je hurlé? Ma voix rauque de vin et de fureur. Elle a nié. Bien sûr. Avec cette éloquence de femme d'affaires aguerrie. Mais ses yeux trahissaient, oui. Elle l'avait toléré. Comme on tolère un amant vieillissant. À l'aube, elle a claqué la porte de la chambre d'amis. Me laissant seul avec le fantôme de notre mariage. C'est là que la graine de la vengeance a germé. Non pas dans une explosion de violence. Mais dans un murmure froid, je ne la détruirai pas avec des poings. Mais avec la précision d'un scalpel. J'allais la disséquer.
couche par couche. Jusqu'à ce qu'elle voie son reflet dans les ruines. Les jours suivants ont été un balai de faux-semblants. Au bureau. Rue de Rivoli. Dans notre immeuble haussmannien rénové avec des millions de subventions européennes. J'ai salué Lucas comme un fils prodigue. Il était là. En costume slim d'Uniqlo. Son iPhone collé à l'oreille. Débitant des jargons start-up sur l'optimisation blockchain pour la traçabilité des vignes. Les employés. Ces vieux briscards de la cave qui me suivaient depuis l'époque Mitterrand. Me jetaient des regards en coin. Mélange de pitié et de loyauté. Patron. C'est quoi ce cirque, m'a glissé Marcel. Mon maître de chais. Lors d'une pause cigarette dans la cour pavée. Marcel. Avec sa moustache poivre et sel et ses mains noueuses de vendange. Était le cœur battant de Moreau et fils. C'est sa mère qui tire les ficelles. Marcel. Mais on va arranger ça. Il a hoché la tête. Crachant son mégot dans une flaque, à la vôtre. Patron. Pour le sang des airs. Car c'était ça. Au fond, le sang. Mon sang. Coulant dans les veines de cette entreprise depuis 1946. Quand mon grand-père avait racheté les parcelles de Pomerol dévastées par la guerre. Élise n'avait rien de cela, elle était une importune. Une veuve joyeuse qui avait flairé lors dans mes armoiries familiales. J'ai commencé à fouiller. Discrètement. Comme un archéologue exhumant des os. D'abord. C'est un accès facile via notre cloud partagé. Mot de passe Paris Amour 69 pathétique. Là. Les preuves, des échanges avec Lucas sur la transition. Des rendez-vous secrets au café de Flore où elle lui promettait ton trône. Mon chéri. Pire, des virements occultes vers un compte offshore à Genève. Des prêts familiaux qui puisaient dans les réserves de l'entreprise pour financer les folies de Lucas à un appartement à Bastille. Une Porsche Taycan électrique pour impressionner ses potes de Polytechnique. Mais le coup de grâce, l'amant. Oui. Il y en avait un. Pas un vague flirt. Non, un vrai. Charnel et calculateur, Antoine Duval. Un avocat fiscaliste de 42 ans. Partenaire chez Gilles Loirette-Nouel. Avec qui Élise discutait stratégie lors de ses voyages d'affaires à Deauville. Les photos volées via un tracker GPS sur son téléphone montraient tout, eux deux. Enlacés sur la plage. Riant sous un ciel normand gris. Tandis que je signais des baux à Bordeaux. Antoine. Avec son air de renard roux et ses chemises sur mesure. N'était pas qu'un amant, il était le marionnettiste. Conseillant Élise sur comment me déposséder légalement. Via des clauses cachées dans nos statuts sociétaux. La rage m'a consumé. Mais pas aveuglément. J'ai attendu. Ourdi dans l'ombre de mes nuits solitaires. Buvant du cognac VSOP devant des films de Chabrol la femme infidèle. Le boucher apprenant la leçon des bourgeois français qui se vengent en silence. Psychologiquement. C'était un festin, Élise. Avec son complexe d'infériorité belge face à mon lignage parisien. Cherchait à compenser en me dépouillant, Lucas. Ce fil ingrat. Haïssait l'autorité paternelle qu'il n'avait jamais eue, Antoine. Simple opportuniste. Voyait en elle un ticket pour les cercles fermés du pouvoir. Moi. J'étais l'homme d'équilibre. Le vigneron qui sait que le meilleur vin naît de la pourriture contrôlée. Le plan s'est cristallisé lors d'un week-end pluvieux à la campagne. Dans notre masse provençale près d'Aix-en-Provence. Où les oliviers centenaires murmuraient des secrets au vent mistral. Élise était partie voir des amis à Cannes, code pour Antoine. Bien sûr. Seul avec un cahier de notes et un ordinateur sécurisé. J'ai tracé les lignes, d'abord. Saboter Lucas. Une fuite anonyme au fournisseur, rumeur de détournement de fonds. Assez pour que les banques gèlent ses prêts. Puis.
Élise, des documents falsifiés au pas trop. Juste assez pour que l'URSSAF s'intéresse à ces consulting faits offshore. Et Antoine? Le clou, une rencontre feinte. Un piège où je lui déverserai la vérité sur Élise. La faisant passer pour la manipulatrice. Semant le doute dans son lit conjugal. Mais la vengeance n'est pas qu'un échiquier, c'est une descente aux enfers personnels. Chaque nuit. Je me réveillais en sueur. Hanté par des visions, le visage de mon père. Me suppliant de préserver l'héritage, Élise. Nuit vulnérable lors de nos premières nuits. Avant que le cynisme ne la ronge. Étais-je un monstre? Oui. Sans doute. Mais quel est le prix de l'honneur quand on vous arrache le cœur? Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Devenait un labyrinthe de miroirs déformants, chaque femme blonde me rappelait sa trahison. Chaque verre de vin son avidité. Le déclencheur final fut une soirée au Fouquet's. Lors du salon Vinexpo. Lucas y paradait. Champagne en main. Vantant ses innovations NFT pour les millésimes. Élise rayonnait à ses côtés. Sa main possessive sur son épaule. Moi. En retrait. J'ai croisé le regard d'Antoine. Attablé avec des investisseurs qataris. Nos yeux se sont accrochés, reconnaissance mutuelle. Comme deux prédateurs flairant la même proie. Plus tard. Dans les toilettes en marbre. Il m'a abordé, Alexandre Moreau. N'est-ce pas? Élise m'a tant parlé de vous. Son ton était suave. Mais ses pupilles dilatées trahissaient la peur. J'ai souri. Sortant mon téléphone, parler? Ou coucher? Et là. J'ai lancé la première flèche, une capture d'écran de leur mai. Où elle le suppliait de le presser pour le vote du conseil. Il a blêmi. Son verre de Sancerre tremblant. Qu'est-ce que? J'ai murmuré. Voix basse comme un confesseur, elle vous utilise. Antoine. Comme elle m'a utilisé. Son fils est l'héritier. Pas vous. Vous n'êtes qu'un divertissement fiscal. Les mots ont fait mouche, je voyais les rouages tourner dans sa tête d'avocat, divorce imminent. Réputation en péril. Prouvez-le. A-t-il sifflé? J'ai envoyé le fichier, preuves irréfutables. Y compris des enregistrements vocaux où Élise ricanait de mon mari l'idiot. Il est parti sans un mot. Mais j'ai su, la graine était plantée. Les semaines suivantes furent un chaos délicieux. D'abord, Lucas, les banques ont rappelé leurs prêts. Citant risques accrus. Il a craqué lors d'un appel avec Élise. Hurlant, maman. C'est lui. Il nous sabote. Elle a nié. Mais le doute s'insinuait. Poison lent. Puis Antoine, il a confronté Élise lors d'un dîner au Georges V. La laissant en larmes. Son maquillage coulant comme de l'encre noire. Elle est rentrée à l'appartement à 3 heures du matin. Ivre et brisée. Me trouvant éveillé dans le salon. Un verre de Calvados à la main. Alexandre s'est fini avec lui. Il m'a quitté. Il dit que je suis une menteuse. J'ai feint la compassion. La serrant dans mes bras, viens. Ma chérie. Laisse-moi te protéger. Mais intérieurement, je riais, le premier acte était joué. Pourtant, la psychologie de la chute est impitoyable. Élise a sombré, insomnie. Crise d'angoisse où elle accusait les murs d'avoir des oreilles. Elle m'implorait, aide-moi à reprendre le contrôle. Lucas a besoin de nous. Nous. Le mot sonnait creux. Moi. Je consolidais, alliance secrète avec Marcel et les actionnaires fidèles. Un audit interne qui révélait les irrégularités de ces virements. Le conseil s'est réuni en urgence. Sous un ciel de plomb sur la Seine.
Élise y est entrée la tête haute. Mais en est sortie défaite, suspension immédiate. Enquête en cours. Lucas, lui, a fui à Bruxelles, prétextant un burn-out. Seul dans notre lit king size. Élise s'est ouverte comme une fleur empoisonnée. Je l'ai fait pour lui. Alexandre. Pour qu'il ait ce que je n'ai jamais eu, un nom. Un legs. Ses larmes étaient vraies. Cette fois au pas de théâtre. Juste une femme brisée par son propre ambition. J'ai écouté. Hochant la tête. Mais mon esprit calculait le coup final, la révélation publique. Un article anonyme dans Le Monde économique. Détaillant le scandale, l'héritière belge et le vin français, une trahison en cave. Les médias ont sauté dessus au Le Figaro. France Inter transformant notre drame en feuilleton national. Le climax est survenu un soir d'hiver. Sous la neige rare de Paris. Devant l'Opéra Garnier. Élise m'attendait dans le hall. Emmitouflée dans un manteau de cachemire. Son visage pâle comme un masque vénitien. Finissons en. Alexandre. Divorce-moi. Ruine-moi. Mais arrête cette torture. J'ai approché. Mon souffle formant des nuages dans l'air froid. Torture? C'est toi qui as commencé. En vendant mon âme pour un fantôme. Et là. Le murmure fatal, Antoine sait tout. Il a les preuves. Et Lucas il te haïra pour toujours. Ses yeux se sont écarquillés, trahison totale. Elle s'est effondrée. Sanglotant sur le marbre froid. Tandis que les lustres scintillaient comme des yeux moqueurs. Aujourd'hui. 3 mois plus tard. Je dirige seul Moreau et Fils. Plus fort qu'avant. Avec des partenariats à Tokyo et des vignes bio en Gironde. Élise vit à Bruxelles. Dans un appartement modeste. Écrivant des mémoires que personne ne lira. Lucas? Disparu dans les brumes flamandes. Un loser anonyme. Antoine m'envoie des cartes postales ironiques depuis New York. Et moi? Je bois du Bordeaux en solo. Contemplant la scène depuis mon balcon. Me demandant si la vengeance guérit ou ronge. Le sang des airs coule toujours. Mais le mien est plus épais.